Merci. Chers Tarja, Heinz, Tabe, chers collègues, mesdames, messieurs, moi aussi je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois et je tiens à remercier tous les participants russes et étrangers du club de Valdai pour leur participation particulièrement active aux travaux de notre correspondance et donc ceux qui ont organisé et accueilli cette conférence. Cher monsieur le modérateur, vous avez parlé de retraite. Moi aussi, je pense à ça aussi. Il faudra peut-être que j'y pense. Un jour ou l'autre, ça viendra. Je n'ai pas pris de décision encore. À la tête d'un État important, d'une puissance importante, je dois être modéré dans mes propos, ne pas faire de déclarations intempestives, mais ceci dit, je suppose que face à vous, mesdames, messieurs, je pense qu'il faut se conduire de façon ouverte et franche. C'est pas la peine de s'en tenir à une langue de bois. Et notre style d'échange ici est, à mon avis, particulièrement important et c'est ce qu'attendent les gens face aux changements, aux évolutions qui se présentent devant nous. Et dans le club de Valdai, nous avons discuté de ces questions, nous avons soulevé un certain nombre de problèmes. L'an dernier, dans le cadre du club de Valdai, nous avons parlé aussi du manque de structuration de l'ordre mondial. Et je dirais que depuis l'an dernier, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le bon sens. Je dirais que, pour être franc, il n'y a pas de résultats concrets. Je dirais que la répartition des puissances économiques et des sphères d'influence suscite des problèmes toujours plus importants. Et la tristesse est un sentiment qui peut découler du constat qu'on fait face aux menaces nouvelles, des crises qui se développent. On avait parlé de la crise en Europe. On a vu l'échec du multiculturalisme en Europe. Et je pense que c'est la conséquence de choix mal placés, mal calculés, il y a 25 ans. Et à la fin des années 80, au début des années 90, il y avait la chance d'améliorer le processus de mondialisation et de lui donner un autre caractère plus durable, plus équilibré. Mais on avait pensé à la fin de la guerre froide, mais on voit que certains pays ont préféré réincarner l'ordre mondial en fonction de leurs intérêts sous leur propre personne. Et dans un esprit d'euphorie, dans un état d'euphorie, ils ont fait des proclamations un petit peu hasardeuses, sans contribuer à établir des institutions équilibrées partout dans le monde. Au lieu de ça, ils ont promu leurs propres règles, leurs propres intérêts, et ils ont construit une globalisation, une mondialisation et une économie pour eux et pas pour les autres. Et on constate que tous ne sont pas d'accord avec ce choix. Nous comprenons tous ici très bien que beaucoup n'étaient pas d'accord. Certains ne pouvaient plus résister et d'autres n'étaient pas encore prêts à résister. Et le résultat, c'est que dans la situation internationale actuelle, on voit l'économie mondiale qui n'arrive pas à sortir de cette situation de crise. Les principes et les règles, tant politiques qu'en économie, font l'objet sans cesse de perturbations. Souvent, on voit des choses qui étaient considérées récemment comme la vérité, être complètement retournées, et les normes internationales, les standards internationaux sont partagés entre certains qui sont plus importants, alors que d'autres sont mis directement à la corbeille, et d'autres nouvelles règles sont imposées. C'est par exemple le problème de la défense antimissile en Europe. On a vu ensuite ce qui s'est passé en Irak,
en Libye et en Afghanistan. On voit que l'opération en Afghanistan avait été lancée sans l'autorisation, sans l'aval de l'ONU. Et l'équilibre international a été rompu, notamment on voit dans le positionnement des systèmes de défense antimissiles. On voit les groupes terroristes qui frappent des millions de personnes aujourd'hui dans le monde, qui provoquent des flux de population et qui transforment ces régions en chaos. Alors qu'on pourrait avoir des développements économiques, on voit aujourd'hui, et commerciaux, on voit aujourd'hui un système de sanctions. Des alliances économiques et politiques sont fermées. Et on voit les corporations internationales s'imposent sur le marché, alors que tout cela aurait pu être réglé dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et alors, on voit plutôt d'autres structures se former à la place de celles qui ne sont pas efficaces. Donc je propose à mes partenaires de travailler ensemble à résoudre les problèmes mondiaux. Ça peut être par exemple, on voit la politique de l'OTAN, on voit malgré toutes les discussions sur la nécessité de l'OTAN, on voit que l'adaptation attendue n'a pas eu lieu. Ce mécanisme visant à assurer la sécurité en Europe et dans l'espace transatlantique devient un instrument d'intérêt de politique extérieure. Et c'est important, très important, fonctionne finalement à blanc, à vide. Autour d'ennemis mythiques, on parle de la menace militaire russe, etc. Je pense qu'effectivement, ça doit être très rentable d'agiter cette menace de la Russie. Et en même temps, on fait pression sur des alliés. On cherche à rapprocher les structures de l'Alliance. Et on voit cette pression qui se met à nos frontières. Et évidemment, c'est très commode de se présenter en défenseur de la civilisation. Mais en fait, la Russie n'a l'intention d'attaquer personne. C'est même ridicule de lire des affirmations dans ce sens. Et j'ai vu tous vos documents d'analyse. Ce n'est pas seulement ceux qui sont présents ici dans cette salle, mais aussi d'autres spécialistes en Europe, aux États-Unis. C'est incohérent, c'est stupide et complètement irréel d'envisager cela. Et par exemple, en Europe, 300 millions d'habitants, ils sont tous membres de l'Europe, tous membres de l'OTAN, et aux États-Unis. On voit en France, en Russie, 146 millions d'habitants. Donc, il faut comparer pour comprendre la situation. Donc, défendre ces objectifs politiques tels que le font les États-Unis, je les caractérise comme une hystérie. La responsabilité du président américain est importante ici. Ici, nous sommes face à des problèmes importants, les dettes nationales, les problèmes d'arbitraire au point de vue de la police, les circulations d'armes, etc. Et je pense qu'il faut parler de ces questions, mais aujourd'hui, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. On peut difficilement rassurer la population, donc on détourne l'attention de la population sur les fameux espions, les pirates informatiques russes, etc. Il y a une question que je me pose et que je vous pose. Est-ce que réellement, il y a des gens qui pensent que la Russie peut influencer les élections américaines ? Celle du peuple américain. Est-ce que les États-Unis sont une république bananière? C'est une grande puissance, les États-Unis. Et si j'ai tort, dites-le moi. On se pose la question. Si tout continue à se développer dans cette optique, quel monde allons-nous avoir demain? Comment va-t-il évoluer? Si des questions telles que assurer le développement durable, économique, la croissance économique, la sécurité, le bien-être de la population,
C'est triste de le reconnaître, mais on ne voit aucun consensus actuellement dans le monde là-dessus. Peut-être qu'au cours des discussions que vous avez eues, vous êtes parvenu aussi à cette conclusion, je ne sais pas. Mais on voit réellement un déficit de stratégie. Ça crée une atmosphère de méfiance qui influence l'état mental et psychologique de la population. Les statistiques montrent que les habitants de beaucoup de régions du monde voient l'avenir de façon sombre, absolument pas optimiste. Et on ne voit pas tellement comment faire évoluer les mécanismes existants en faveur d'une politique cohérente. Évidemment, tous les attributs démocratiques sont présents dans tous les pays, avec les élections libres, la liberté d'expression, etc. Mais même dans les démocraties dites évoluées, on ne voit pas qu'il y avait de véritable influence de l'opinion publique sur la vraie politique. Il n'y a pas d'influence de la population sur le pouvoir. Alors, effectivement, il faut que les élites qui sont élues puissent correspondre à la volonté du peuple. Or, on voit que les élections amènent de plus en plus de surprises. La population vote pas du tout comme l'attendraient les masses médias et les autorités publiques. Et avec la présence de partis systémiques, comme on dit, donc on les voyait récemment encore trop dit à droite ou dit à gauche. Aujourd'hui, on voit l'apparition de nouvelles structures politiques. Et dans ces cas-là, on se dépêche de parler d'anomalies. On dit que la société ne comprend pas ceux qui se trouvent au niveau du pouvoir. Donc on voit que pour améliorer les structures du pouvoir, on voit parfois des réactions hystériques, où on parle notamment à l'étranger de la propagande russe. Et c'est ce que je dis, chers collègues, chers amis. Moi, j'aimerais bien avoir une telle machine de propagande. Mais en réalité, c'est pas ça. On n'a pas de système de presse internationaux aussi puissants que CNN ou BBC, etc. Pour l'instant, on ne dispose pas d'équipements de ce type-là. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, on voit aujourd'hui que des minorités politiques s'expriment et les gens ordinaires, les simples citoyens, cessent de faire confiance à la classe politique. Et l'agenda politique, qui est déjà complexe, on voit que les élections ne mènent pas à une évolution de la politique, mais on voit toujours au contraire l'apparition de scandales. On voit éclater des scandales qui se limitent à des questions de vol, de savoir qui couche avec qui. Et honnêtement, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le programme politique de différents pays, on a l'impression que c'est plus ou moins toujours le même personnage avec des visages un peu différents, quoi, c'est tout. Et on voit une disparition de la classe moyenne qui se dilue dans la société. Et on voit par exemple la défense de l'héritage national avec des pays qui marchandent la souveraineté nationale au profit d'intérêts externes. Et on voit l'accroissement d'une oligarchie hors classe partout dans le monde. Et la majorité des citoyens, des gens ordinaires, veulent simplement la stabilité, un développement normal, la possibilité d'élever leurs enfants, de conserver leur héritage culturel et d'être assurés d'avoir une sécurité minimum. Les gens sont effrayés parce qu'ils voient que sous leurs yeux, le terrorisme est devenu une réalité quotidienne
omniprésente qu'un attentat peut se produire n'importe où, dans la rue voisine, voire dans sa propre rue. N'importe quoi peut servir à commettre des attentats. Et on voit des explosifs, on voit des attentats commis avec des explosifs commis partout. C'est le cas de Boston ou dans d'autres villes américaines, à Bruxelles, à Paris et malheureusement dans notre pays. Tout cela montre que les terroristes n'ont plus besoin d'avoir de structures organisées ou de cellules. Ils peuvent agir seuls, de façon autonome. Il leur suffit simplement d'avoir une motivation politique, idéologique et de les envoyer contre l'ennemi, c'est-à-dire nous. Et ce danger terroriste se manifeste partout. Il faut absolument bien appréhender ces nouvelles menaces qui se présentent aujourd'hui. On voit notamment la situation en Syrie. Il faut arrêter la violence et on voit que le processus politique ne se met pas en place. Après un certain nombre de compromis différents, enfin se forme plus ou moins une coalition contre le terrorisme. Mais par exemple, nos propres accords conclus avec le président américain n'ont pas donné de résultats. Elles n'ont pas été mises en œuvre. Il y a des explications qui peuvent être concrètes, et on voit les pays occidentaux répéter les mêmes erreurs. Ils recommencent les mêmes choses que ce qu'ils ont commis en Irak, en Afghanistan, en Libye. Et je me pose la question de savoir où est le résultat de leur lutte contre le terrorisme, d'une manière générale. Évidemment aussi au niveau régional, mais aussi, surtout au niveau mondial. Il n'y a pas aujourd'hui de résultat de la lutte du terrorisme. Celui-ci ne fait que grandir. Donc on voit cette euphorie dans certains pays. Or aujourd'hui, je ne vois pas d'éléments de se réjouir. On appelle la Russie à lutter, on ignore, les appels de la Russie à lutter ensemble contre les terroristes, et en même temps, on leur fournit à ces terroristes de l'équipement, des financements, afin de satisfaire certains intérêts politiques. Et c'est un jeu très dangereux. Et encore une fois, je m'adresse aux acteurs de ce jeu dangereux. Les extrémistes, les radicaux seront beaucoup plus intelligents que vous, plus malins que vous. Et de toute façon, vous serez perdants face à eux. Chers participants à ce forum, la communauté internationale aujourd'hui voit l'apparition de problèmes nouveaux, et pour les résoudre, il nous faut un système de relations internationales juste, équilibré, normal et cohérent. Transformer cette mondialisation pour certains en mondialisation pour tous. On ne peut répondre à ces défis qu'en travaillant ensemble, dans le respect du droit international et conformément aux dispositions de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, l'ONU est une plateforme unique pour mener un dialogue. Les règles universelles qui ont été adoptées par elle permettent à tous les pays de se développer et de s'intégrer de façon équilibrée, en assurant la responsabilité et en conservant les souverainetés nationales et les modèles de développement. La souveraineté est un point essentiel du système des relations internationales dans le monde aujourd'hui. C'est le gage de stabilité et de paix au niveau international. Les pays qui, comme la Russie, qui peuvent s'appuyer sur une histoire vieille de plus de 1000 ans, sont assez nombreux. Nous avons appris à respecter cette histoire et notre indépendance. C'est pour ça que nous n'avons aucun intérêt à chercher une prédominance, une expansion partout dans le monde. Pour nous, être un leader aujourd'hui, c'est simplement
résister à ces menaces qui apparaissent et au contraire résoudre les problèmes qui s'opposent au monde entier. Et c'est ainsi que la Russie perçoit aujourd'hui son rôle dans le monde. Les priorités que nous établissons sont parfaitement claires. Je ne dirai rien de nouveau. C'est une sécurité générale pour tous les États. Seulement en cessant les conflits armés et en contribuant au développement international, on pourra parler de progression économique et de progression humanitaire. C'est important d'agir et non pas de se contenter des paroles, de lutter contre l'extrémisme. Il faut vaincre ce mal. Et on ne peut le faire qu'en s'unissant, qu'en unissant nos efforts. La Russie a proposé et elle continue à proposer un partenariat. Ça fait partie de l'emploi du temps, de l'agenda que nous proposons pour le Proche-Orient. On voit les destructions massives. Évidemment, si vous voulez une sorte de plan Marshall pour la renaissance de cette région qui a souffert des conflits, pourquoi pas? Mais la Russie est prête à participer à ce travail en commun. Le monde ne peut pas être stable s'il n'y a pas un développement économique, une croissance économique homogène dans le monde. On peut l'assurer, cette économie, en travaillant sur l'emploi partout dans le monde, sans qu'il y ait des pays perdants et des pays gagnants. Il ne faut pas que les pays émergents soient privés de cette chance de connaître un véritable développement économique. Il faut égaliser le rythme de croissance économique de façon à tirer les pays qui sont un peu en retard, de façon à ce que les biens et les services soient accessibles à tous, ce qui permet de résoudre un des problèmes essentiels de notre temps, c'est-à-dire la pauvreté. Et cette coopération doit être avantageuse pour toutes les parties, de façon à ce que chaque État puisse s'intégrer normalement de cette évolution internationale. Je pense que le phénomène de régionalisation économique va se poursuivre, mais en même temps, il faut que ces processus se complètent de façon à satisfaire les règles internationales. Et la Russie participe dans des principes de transparence, d'honnêteté, d'égalité, dans différents partenariats régionaux. Ça peut être c'est-à-dire la recherche de solutions en commun, le partenariat eurasiatique, ce qui peut se transformer en un contour, un schéma de développement et de coopération au niveau eurasiatique très important. Sur les participants, pour les participants de cette organisation de coopération, les objectifs concernent par exemple les échanges de connaissances, de performances, de compétences de spécialistes avec des personnes issues de différents pays, de façon à ce que ceux qui en sont au niveau de vivre pour la survie puissent avoir une vie décente. Il y a aussi les questions d'écologie qui se posent. Il faut essayer de trouver un équilibre entre les menaces naturelles et les dommages que cause l'humanité sur la nature. Ces problèmes sont nombreux. Ici, il y a les épidémies dans le monde, il y a le problème de la santé, de la mortalité dans le monde. Là encore, il y a beaucoup à faire encore. Il faut que les habitants de notre planète, et non pas certains élus, pour que tout le monde puisse avoir une vie dans le bien-être normal. Et ça, c'est un but qui est noble. Il faut chercher aujourd'hui, quand on investit tous nos moyens, toutes nos ressources pour ce développement, il est important que
les schémas de développement soient présentés de façon claire à tout le monde pour que tout le monde puisse y participer. Et mesdames, messieurs, chers participants, je n'ai aucun doute que vous êtes particulièrement actifs. Vous avez un potentiel au niveau d'expertise qui est très important, tant en Russie que dans le reste du monde, de façon à ce que vous puissiez pronostiquer les évolutions à venir, définir les idées majeures et peut-être proposer des recommandations de façon à proposer une voie de développement plus équilibrée. Et c'est ce que nous attendons tous. Merci pour votre attention.